c'est mes esprits et les disperser d'abord, ensuite les recueillir. C'est ça le séjour. Aufenthalt, j'ai bien discouru, mais est-ce bien j'ai mis en relation catégorielle avec la moitié. Pour certains, effectivement, je ne raconte que de mes souvenirs, et donc je ne sors jamais de égoïté, rien d'intéressant, sauf quelques citationnalités en forme d'ornement extérieur supplémentaire. Et bien sûr, ça attirerait l'attention des gens, des pleurs, des larmes et des fous rires. Il croit que ce n'était que cela. J'avais un but, non pas au début de mes enregistrements, mais il semble que ça fait un tout. Yes, I was a dream. I had a dream. I haven't no dream. Car les dreams, les rêves, se sont archivés. On les a donné une chance de les avoir, d'avoir une forme poétique exquise, note en bas de page, envoi, allusion, promesse, vœu. Et, suivant l'oubli, retour de manière insistante sur le même thème, c'est la musique. Ce qui fait qu'il y a une signature qui les supporte comme support. Mais, pour être clair, distinct, et aller par repère, par rubrique. Ce jour, c'était bien comme rubrique. Voilà. C'est un désir d'être chez soi, Heimat, Heimweg, peut vous conduire d'abord à économiser du maintenant, en gros de votre vie, et de vous approfondir encore plus dans les petites recherches détaillées, disons architecturales, pourquoi pas. Vous pouvez commencer à bâtir votre maison en faisant de la peinture, des dessins. Ça va être utile. Voilà, destin de mes dessins. C'est un grand chapitre pourtant qui n'intéresse personne. Mon iconographie, mes objets, mes pierres, mes objets trouvés, mes rythmes, ça concerne personne. Il n'y a pas une lexique universellement communicable de mes bricolages. Je l'appelle, entre guillemets, alchimie. Je les appelais, pour mon époque de puberté, l'alchimie, mais rétrospectivement, une dénomination rétrospective. Là, effectivement, qui sait véritablement ce que j'étais en train de chercher? Peut-être de l'art, pour que tout ce que je touche devienne de l'or? Non. Mais quoi alors? Eh bien, c'est toujours un passage à la littérature, donc avec la fin de mon période d'alchimiste, que ces mots s'alignent
pour en rendre compte. Et dans la première ligne de quoi? De quelle œuvre? Je crois. Deuxième œuvre intitulée Les textes sanguinance, qui commençait avec ces mots. Trouver mon grand-père. Trouver mon grand-père. Et avec les descriptions saccadées momentanées des lignes, on apprenait que tout est déjà parti, tout est déjà effacé. Et là, dans une atmosphère quasi dernière ottoman, quelque chose comme cette dernière un empire quand même. Imaginons Stimmung du texte. Mais tout à coup, universellement communicable, quelques mots de la mythologie grecque. Je ne suis pas sûr si c'est Apollon ou Hermès qui est cité, mais une certaine Héphaïstos sûrement. Mais le four, c'est le four de l'alchimiste, est en question sous forme de poêle de l'enfance, non, maisonnette de Gaston Bachelard de la Piscine du feu. Et j'étais intimement lié à l'élément du feu et transformation avec le feu, d'abord de la matière végétale, donc une certaine calcination, oui, calcination des celluloïdes des plantes, jamais animal. J'ai pas du tout expérimentation avec l'animal, autant que je me souviens, même pas avec une moustique. Oui, les papillons m'intéressaient, les abeilles m'intéressaient, mais je ne les touchais pas, je ne les tendais pas de piège. Alors, sur le grand chapitre de séjour, offrir un séjour, et donc faire de sorte qu'il y a une disposition qui se permettra à des multiplicités assez croisées destinalement pour en faire un lieu d'habitation, soit momentané, soit de longue durée. C'est ça, l'idée directrice non avouée et discrète. Voilà, le texte, donc, premier texte intitulé « Trouver mon grand-père ». On parlait d'une certaine visite d'un dieu, d'un demi-dieu, à un certain dortoir des orphelins, pour voir tout se passe bien. C'est une sorte d'inspection. Donc un demi-dieu inspectait les lieux et voyait l'état des choses là où on calcine, c'est-à-dire on brûle du bois dans la poêle, c'est tout. Mais c'est pas quelque chose de neutre pour se réchauffer. Pour les enfants, c'est la science ultime de l'existence. Et analyser le centre. Et quand on brûle le charbon de coke, on obtient du fer, du cuivre,
toute une métallurgie de métaux lourds. Et on voit différentes couleurs, des éléments gazeux qui se brûlent, de bleu au rouge. Il y a tout un spectrum, scala, etc. Donc, chimie, physique, optique et théorie des vibrations et ondulations, théorie des couleurs, c'est ça la chimie. Et c'est ça ce jour libre, et sous la surveillance et inspection au sens de sceptre maintenant d'Apollon ou d'Athéna, des occupations des Eros. Voilà. C'est pas pour faire de la littérature. Oui, c'est vrai, il s'agit d'une Erinnerung intériorisante, ramassant, comme une Verslamung, ce qui est en train de se perdre en ce qui concerne les préoccupations de l'enfance. Donc, c'est très insuffisant, la définition de l'enfance comme problématique. C'est seulement du point de vue de l'éducateur et des parents que les enfants sont problématiques. C'est pour eux, pour les parents, que les enfants sont des paravents. Mais pour eux-mêmes, ils sont véritables nœuds de connexion en osmose et en communication dans tous les sens du terme. J'ai fait un petit film qui s'appelle, je crois, j'avais tourné à Ivaluk, d'une manière très spontanée, j'avais capté un petit groupement des gens qui construisaient des bateaux pour envoyer aux îles grecques à partir de la Turquie, et on mettait des petites mouches mortes là-dedans des bateaux pour les laisser en toute cérémonie avec les courants d'eau s'acheminer vers les îles grecques. Voilà les grands diplomates, nos petits espoirs. C'était pas un film, c'était une sorte de photoroman que j'avais publié dans mon blogspot dans les premières années de son ouverture. Voilà. Et ce matin, je travaillais sur un film, encore sur une matière première, et les enregistrements, disons, d'il y a 4 ans, qui est déjà publié sous une autre forme, intitulée Athena Skeptomana. Mais l'interrogation continue avec une première séquence qui tient lieu d'une certaine nouvelle introduction à ce remake concernant les rêves, mais mes rêves à moi, en dehors de la théorie d'interprétation des rêves, c'est la presque première fois que je commence à parler de mes rêves. Très formellement, comme de petites boules qui se croisent, des cheminements, des bifurcations, des changements de direction, revenus sur soi, des lignes virtuelles qui se prolongent, etc. De cet ordre-là, il y a une introduction. Et le fond de ce film, l'interrogation qui accompagne à ce film, c'est quoi adorer, quoi aduler,
Et quelle est la signification de cet aigle? Que représente-t-il un aigle? L'aigle de Scriptamana. Effectivement, l'aigle a quelque chose à voir avec une voix très profonde, avoir un œil très, un regard très perçant, effectivement, et à la recherche donc d'une signe qui est digne d'être adulée dans notre époque, et en cherchant, en donnant des causes, en cherchant à tout prix pourquoi j'aurais choisi un aigle comme symbole d'une religion que je suis en train de fonder dans les prémices de fond en comble, et sera étalé ici même et non pas ailleurs. Ça ne serait pas, oui, conforme, ce serait une religion comme une autre, mais pas une religion comme une autre, car le fondateur de cette religion, malgré moi, c'est moi, mais à force de choses que j'explique bien, quelles sont ces forces qui me poussaient à fonder une religion, non pas une religion, mais à fond c'est une religion, un culte. Par commodité, je l'appelle Athena Scriptomena, parce qu'elle aura cette capacité de surveiller, garder, protéger, sous la protection d'un regard, à l'absence d'un autre regard qui les protégerait. C'est ça le séjour. Donc, d'une part, avec un texte que je me rappelle, le plus ancien, qui date de 1982, qui s'appelle Trouver mon grand-père, qui parle de cette occupation des enfants d'orphelinat en vue d'une alchimie, et d'autre part, le film dont je fais un remake, dont le premier titre c'était Athena Scriptamena, et maintenant c'est devenu Quoi adulé? Quoi adulé, qui est digne d'être adulé, et en quel sens et de quel droit? De quel droit nous avons maintenant fondé une religion dont le prémisse est les apostrophes, c'est-à-dire la destination de nos prières ou de nos plaintes sera définie. Et dans un plan d'immanence qu'on montre en photo. En photo, dans une rue, au milieu des bâtis, des immeubles, et au milieu de décombres. Et à Istanbul, et pendant un moment aigu de ma maladie, probablement il y a 4 ans, et c'est au mois de février, je vais vérifier l'année, février, et assez long, séance de prise de photos, et j'avais froid, et je le disais dans les films. Voilà, ce matin, ceci était fait. Alors que tout à l'heure, je lisais Italo Calvino, Château de destin croisé. Effectivement, depuis longtemps que je voulais y aborder,
car mon thème principal depuis assez longtemps, c'est le concours de circonstances. J'ai maintenant un peu, d'une certaine façon, éclairé ce que je comprends d'une certaine destin croisé qui aura trouvé justement dans le croisement de ce destin qui fera un lieu à un lieu, mais avec comme hôte moi, c'est-à-dire avec une préparation de longue date, en faisant des dessins, des croquis, des esquisses, des peintures, préparer le lieu comme une maçonnerie, un grand travail long haleine. Voilà, à Paris, avec mes dessins, avec mes paquets de poésie, emballés, les rouleaux excrémentiels de peinture, de toiles, qui quittent leur paragon, leur cadre, enroulés comme des excréments d'Ézéchiel, sont repatriés, venus à Istanbul et depuis, ces rouleaux de peinture en toile ne sont pas déroulés pendant, je dirais, 35 ans. Même pas une fois j'ai ouvert le paquet. Alors que j'avais bâti pour un séjour. J'avais de grands murs que je laisse toutes blanches et vides. Alors qu'à Paris, dans ma chambre de bonne, j'avais une chapelle de Sixtine extrêmement baroque, trop remplie, où le facteur de vérité, quand il passait pour laisser une lettre et une chéquier, et il était émerveillé de ma chapelle. Voilà la question d'aujourd'hui qu'il faut aborder. Alors que la tâche plus primordiale de ce matin, c'était compléter ma thèse sur la thèse d'Aristote. J'ai aussi publié, c'est très dense, écrit pour être succinct en forme, non pas de la poésie, mais poétiquement condensée, et qui englobe un peu tous les thèmes aristotéliciens que j'ai problématisés depuis des mois, dont, y compris cette compréhension faible de la tragédie chez Aristote. Mais le plus intéressant et authentique de découverte, non, même pas une retrouvaille, hein. C'est une occurrence véritable dans mon rapport à Aristote que j'ai finalement synthétisé en un tout qui est très important. C'est que un peu, alors, mon analyse est inspirée un peu de l'analyse de mimésis des articulations, là où Jean Labarthe parlait du meurtre du père, obligation de meurtre du père qui s'impose à Platon, à Socrate, à un moment donné, dans le dialogue des sophistes, par rapport bien sûr à Parménide. En ce qui concerne sa thèse d'être. Et le mien, ça concerne une double meurtre paternelle exécutée d'une certaine façon symbolique par Aristote. D'abord, premier père Socrate via Platon, il se fait tuer, donc un meurtre est déjà réalisé, et son idée de bien par Aristote dans Éthique Nicomaque est réduit sous les catégories des divers biens
sociétale, catégorielle, empirique, de la manière du vécu, de la praxis, du chemin qu'on prend, etc. Et plusieurs couches d'interrogation est condensée dans ce petit écrit que j'ai publié dans mon blogspot. Mais la nouvelle, c'est effectivement son inhérence par lui-même d'Aristote à sa théorie. Il submerge non pas dans sa théorie, mais dans sa bios theoreticos qui n'a rien à voir avec une vita contemplativa, qui est une vie, qui a une paternité double et meurtrie. L'autre père, c'est Anaximandros. Et en ce qui concerne nous poéticos et nous pathéticos et noéséus, tout vient du lexique d'Anaximandre. En plus, il conteste en ce qui concerne les mains et les pieds, je dirais. Parce que j'ai longtemps travaillé, non pas sous la main, parce que c'était très humain et trop bien travaillé. Avant moi, la question de main primautait non pas de la praxis, mais de la main chez les marxistes, dans la dialectique marxiste. Et j'avais choisi comme thème principal pour parcourir le même cheminement d'une manière avec les nouvelles données, disons, de l'ontologie fondamentale, de Hölderlin, Mallarmé, Heidegger, etc. Et à partir de pieds, et non pas seulement pieds de l'homme, c'est-à-dire citation debout de Freud, mais orteil, gros orteil. Ah oui. Le grand article s'appelle Histoire d'une pas décisive. Le gros orteil, c'est un peu profondément bien sûr inspiré de Georges Bataille, parce que c'est lui qui parlait de gros orteil dans les œuvres complètes. J'ai trouvé ce texte. Bon, ce matin, ce que je fais, et déjà fait, ce que j'ai fait ce matin, c'est une synthèse véritablement succincte et par cette obliquité sa manière de cibler la chose tout à fait claire et distincte, avec une clarté, elle mérite quelque chose pour aux entendeurs dans les limites des concepts et des connaissances philosophiques. Aux entendeurs, ça veut dire c'est ça, rien d'autre. Voilà. Et intimement lié, j'ai partiellement cité dans ce dernier film de Que adulé, c'est-à-dire comment on attribue un signe, cette fois-ci l'aigle, comme une métaphore animale de l'œil, du regard perçant, comprenant et protégeant, alors que cet animal, aigle, est un chasseur, c'est un rapace aussi. Et non pas un cannibale non plus, comme un voiture rouge de Hofmannsthal. Voilà, voiture rouge, c'est encore un thème freudien, n'est-ce pas, enlèvement, kidnapping, enlèvement d'enfants comme fantasme enfantine, qu'on répétait pendant que j'étais absent
il y avait une révolution biotechnique dans le monde, et en Turquie, tout le monde faisait peur à ses enfants en disant qu'il y a des trafiquants d'organes dans le quartier, il ne faut pas se promener trop tard, etc. Voilà un motif extrêmement postmoderne de castration encore. Ça change, ça varie notre rapport à la loi de manière symbolique, qui n'a rien de symbolique, qui n'est qu'un gros mensonge, qui est aussi extrêmement vrai, c'est-à-dire qu'il y a un trafic d'organes, et enlèvement d'enfants, bien sûr, des immigrés, etc. Tout est vrai, mais manière de le dire aux enfants, c'est castrateur, castratrice. Bon. Et autrement, mon rapport Calvino, effectivement, ça commence bizarrement, non pas par une lecture normale, mais à Paris, dans le Collège international de philosophie, il y avait un séminaire sur Italo Calvino, où justement on analysait, l'enseignant avait distribué justement quelques pages photocopiées en français de ce livre de Château de Destin-Croisé. Là, effectivement, on voyait une certaine sémiologie en acte, et avec une culture non pas structuraliste de poétère, c'est-à-dire acculturelle, mais avec une grande acuité d'esprit. Aujourd'hui, j'ai lu ce grand texte quand même, ni roman, voilà, il s'agit de contes, mais ce sont... Alors, c'est difficile la bourgeoisie en tant que comme classe genre va ce livre. dissoudre Et par son l'introduction de par son Calvino bonheur. extrêmement instructif, et qui Alors, me son rappelle suicide d'ailleurs, qui comme m'a classe, incité à faire ce discours concernant c'est pas pour laisser sa mes place premières au recherches, prolétariat les qui châteaux n'existera au même séjour, pas. Il n'y a pas manoir, une chambre de escalade bonne, d'une destin classe à croisé, une autre. et Il y aura les une autre ligne rouge qui divisera, comme les rouleaux Clésis, tous les exponentiels, classes. enroulés, Il cryptes, n'y aura en plus peinture, d'humanité, il n'y en aura poésie, que de amenés jusqu'à Clésis, ce jour. c'est-à-dire Si, une ligne qui et même pas divise déroulé, tous etc. les divisions. Et il y a toute une cérémonie de subdivisions. poésie écrite pendant mon Les déménagement. subdivisions sera Trésor divisée par les des guerres. Ainsi, Chaque l'humanité en parisien miettes aura en voiture, été souvenue par une du chemin ligne du pays, rouge sans classe. est C'est-à-dire tout est significatif. qu'il n'y a pas une Et intérieur qui dit extérieur, que le un point tombeau, d'observation le sarcophage n'est pas encore ouvert, ni mais un tonneau, comme c'est ni tout déjà une monade archivé, photographié dans ma sans tête, classe. j'ai notre accès, mais je le garde en tant qu'un conservateur d'art pour qu'il ne s'abîme pas. C'est pour ça que je n'ouvre pas. Son modèle de Je poids n'exhibe pas, je n'expose pas, qui mais aura je fais des films. un certain point de Tandis consistance. que j'ai montré mon Et non iconographie de petits dessins seulement, pas ni toutes les toiles des grandes œuvres au sens dans de l'air, cohérence, alors qu'ils ni ne sont que des esquisses, mais de grande taille, coexistence en durable, acrylique, sur toile, se et seront parfois sur la déviés planche en en bois. niveau sous-classe. Voilà. Donc, il y a tout un travail de deuil
avant que le deuil ou la mort soit consommé, le deuil commence d'une temporalité différée, d'une manière si tôt qui renverse toute la chaîne chronologique qui en fait à la fois un abcès, à la fois une certaine, pourquoi pas, soulagement, parce que c'est déjà fait, crypté, emballé, gardé, conservé, et il n'y a aucun problème qui ne seront pas disparus. Donc il faut passer à l'autre chose, comme disait Italo Calvino. Si c'est possible, l'aventure du signifiant ne s'arrête pas, ne vous laisse pas tranquille. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que oh, laissez-moi tranquille, les signes, ils vont faire leurs affaires souterraines, par quels moyens, on ne sait pas, qui vont revenir par force, comme revenir du refoulement, de ce qui est refoulé. Refoulé pour des raisons secondaires, comme disait Scherer. C'est parce que c'est censuré, c'est parce que c'est interdit, c'est parce que c'est pas convenable, c'est parce que c'est pas le temps, c'est parce que c'est pas ceci ou cela. Ça se passe jamais. Et il n'y a jamais. C'est une théorie contre le topologisme de l'inconscient de René Scherer. Et il disait clairement qu'il n'y a rien qui est refoulé, rien. Et il n'y a pas d'inconscient, c'est un mensonge. Il n'y a que des manières de petites bourgeoises. Voilà, un véritable anarchiste. Et j'avais combattu à un moment donné, comme quoi, avec cet axiome, on perdrait beaucoup de finesse dans l'analyse. J'utilise actuellement aussi très souvent, soit à l'insu, soit à son insu, soit à son su. Vous voyez, je ne fais pas une véritable distinction entre conscient et l'inconscient. Voilà. Et il n'y a pas un véritable oubli. On a quand même assez travaillé sur l'oubli de l'oubli. Même l'oubli de l'oubli ne se perd. Tant qu'on a de la santé et nos rêves en bonne santé, c'est-à-dire tout revient par force. Tout revient et tout trouve un moyen de s'exprimer sous des manières détournées. Ça, Freud le savait très bien, très bien. Donc, mot d'ordre, c'est ça. Finesse dans la psychanalyse, dans la lecture de Freud. Finesse en ce qui concerne le marxisme, c'est-à-dire les analyses de matérialisme historique et différents fonctionnements et les méandres de la dialectique. Finesse, finesse, raffinement, raffinement. Ce sont des mots d'ordre. Enfin, un artiste veut se comprendre. On ne fait pas une œuvre pour ne pas se comprendre. Mais mon problème n'est même pas l'art, ni, soi-disant, la philosophie. Là, est en quête de quelque chose, en quête devrait être écrit séparément, quête, conquête, enquête, inquisitoire, inquisition. Voilà. Et l'épreuve
passer d'une preuve avec guide ou sans guide, avec l'aide des traces, des minem, des sous-minem, hypominem. Ah oui, il a plusieurs couches. Et pour certains, c'est facile de traduire un dialogue d'une tragédie, un monologue, un prologue de grec à une langue connue vivant, comme quoi vivant. Par exemple, le français. Le français est une langue vivante. Est-ce qu'on peut dater la mort? Exactement, la date de mort décès d'une langue. C'est très difficile. Une langue meurt lentement et renaît et ne se souvient plus de sa mort. Et une langue se croit vivant, toujours vivant. Pourquoi on ne parle plus latin? Pourquoi on ne parle plus syriaque, araméen? On peut écrire en araméen avec les lettres arméniennes. Et on peut dessiner avec les lettres sanskrites, l'alphabet tamil, on peut peindre. Qui peut distinguer la classe, le statut d'une lettre d'alphabet dans une langue, ce qu'on appelle dans une peinture pittoresque? Voilà, on peut distinguer des ondes, des domaines, punctum, qui donnerait le point, punctum. Moi, je dirais push aussi, un pouce, un poussé, et pictum, qu'on dit pour les choses colorées, dans les analyses picturales. Et en ce qui concerne sonorité, la musique, on dit par proximité télépathique, par trop d'éléments contaminants, voilà, par la musique, effectivement, timbre. Et il devait y avoir des autres éléments constitutifs de l'esthétique, entre guillemets. C'était l'un de mes premiers cours. J'avais fait tout un peu dans le titre de mon cours pour ne pas rester dans le domaine de l'esthétique. Et j'ai toujours précisé que je ne parle pas de l'esthétique au sens strict ou étroit du terme, mais d'un seul mot en grec comme prétexte à un cours, aesthesis. Moi, je prononce aesthesis. Je ne peux même pas être sûr de la prononciation de ces mots. Effectivement, la traduction en français d'une tragédie de Sophocle, c'est pas encore celle de Hölderlin. Et c'est une langue qui se parle et on comprend à peine, mais on a le sentiment de comprendre plus que ce qu'on a compris. Et le problème, c'est justement le mot de probléma et néo-Ptolémée. L'enfant, progéniture, rejetons tout ce qu'on a avancé normalement dans le quasi-conscient, c'est-à-dire
on peut, avec beaucoup de manigances, préparation, mariage ou non pas institutionnel fondamental, mais arrangé, voilà le mot très important, mariage arrangé dans une culture, dans plusieurs cultures. Les mariages sont toujours arrangés. C'est une question d'arrangement. Donc, l'enfant, le bébé humain, en tout cas avant de venir au monde, donc voir le jour, il y a une préparation, une manigance, un système de signes institué en attente, en préparation. Il ne s'agit pas de faire une chambre d'enfant avec le colis fichier qu'on d'abord choisi dans un catalogue d'une market et puis on y va choisir, acheter. Ça aussi, c'est le plus bas et minimal des choses qui coûtent beaucoup de cher et beaucoup de temps, mais c'est c'était une affection dans laquelle, une affection fondamentale et importante dans la vie d'un couple ou d'une mère ou d'un père futur, c'est important. Toute une préparation spirituelle, voilà, un investissement. Donc, Lacan disait plus sèchement que le bébé humain naît dans le social. Pour résumer, couper court tout, on est complètement, donc, des gens qui ont un début et une fin, finitude vient de là, mais ayant toutes les conséquences qui sont en acte dès le départ, dès la naissance, comme on dit, le bébé humain, l'homme, Dasein, aussitôt né, il est prêt à mourir. D'où vient la mortalité existentielle, non pas accidentelle. À chaque moment, il peut y avoir un accident, maladie, une attitude malencontreuse, une certaine négligence. Tout est négligeable chez l'humain et tout est ensuite donné à penser pour situer, structurer juste ce passage, cette différence intime, infime et imperceptible qui passe inaperçu, le passage de l'état animal à l'état humain qui n'est pas complet. Et il y a plusieurs passages, pour un peu s'amuser, on parle de passage du Nord dans la géographie de notre globe, passage septentrional des lumières magiques septentrionales, passage d'équateur de manière insensible, passage du canal de Suez, passage du canal d'Équateur et shipping d'Équateur ayant une autre nationalité. Voilà. Ce qu'on appellerait dès lors ce passage de physis au nomos nemen, justice distributif, la justice réparative, c'est encore plus drôle de tout, au-dessus de tout, parce qu'on peut proposer, avancer plusieurs choses, avancer de l'argent, de l'or, du domaine de la terre, et son mari et sa petite fille pour arranger, le mot arranger, mariage arrangé, arrangement social. Donc, je répète assez et je chantais peut-être
que c'était une citation. Peut-être que je n'ai pas composé cette musique, cette Européa. Quand la guerre finira. Mais quelle guerre? Il y en a beaucoup. L'autre jour, dans un enregistrement, je disais qu'il n'y a pas eu une deuxième guerre mondiale, il n'y a pas une première guerre mondiale. Il y a des grandes guerres, des guerres viscérales, c'est le titre également d'un de mes anciens films. La guerre, c'est presque indéfinissable. On ne peut pas savoir où est commencé, où est fini, ce que, enfin, l'une de saisons, plusieurs saisons peut-être, et j'avais fait des cours intitulés Polemos ontologiques. Eh bien, Polemos, dès que, j'ai approfondi un peu les analyses de Heidegger, d'abord Streit, conflit, la guerre, à la différence de Polemos, justement, les zones, les frontières, très difficiles à déterminer entre un simple Polemos, un simple conflit, disons entre guillemets régional, et une guerre, non pas totale. Moi je dirais jamais, on n'a pas encore une guerre totale, mais on a vu une mobilisation générale, c'est un concept juridique, mobilisation générale, une assignation au service militaire. Effectivement, toutes les la lettre des lois de code civil auparavant dans les écoles élémentaires et secondaires, il y avait un cours, surtout élémentaire je crois, obligatoire avant, chez nous en Turquie, avant que l'autre cours remplace, c'était connaissance des citoyenneté. Moi, j'entends plus parler de ce cours, mais jusque les universités, c'est-à-dire y compris les universités, il y a un cours obligatoire depuis le coup d'État de 1980 en Turquie, donc obligé, qui s'appelle Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi, les principes d'Atatürk et l'histoire de nos révolutions. Mais un inkılap ne veut pas tout à fait dire une révolution, mais une certaine réforme. Voilà, c'est plutôt inkılap, c'est plutôt une réforme. Bon. Donc, citoyenneté, soi-disant appris dans les écoles, une époque, donc avant 80, non pas l'histoire, mais en pratique, normalement, donc, on envisageait une pratique de citoyenneté à l'école. En dehors de toute répression scolaire, moi je ne connais, je me rappelle très peu de choses, mais le nom, ça sonnait, le titre, ça sonnait bien. Mais ça aussi, c'est un cours qui n'est pas habituel, qui n'existe pas dans le monde en tant que tel, sûrement, qui a quand même couleur encore révolutionnaire, rénovateur, etc., qui essaye de faire quelque chose dans le domaine de l'éducation qui est principiel, quand même. Alors, l'art aussi est principiel. Je ne passerai pas toute notre histoire de réforme kémaliste et fondation dans les premières années de la République des instituts de village, et là où on apprenait cubisme, y compris cubisme
les grandes musiques compositeurs, mais dans un cadre très limité, c'est-à-dire dans le village. Il y a eu de très bonnes conséquences. Il y a eu des véritables peintres et des écrivains, poètes, etc. Donc c'était un projet de la Révolution pour, en ce qui concerne la créativité, mais destiné à produire des enseignants, des nouveaux types d'enseignants. Donc c'est facilement comparable à la fois avec le modèle soviétique. Eh bien, kibbutz n'existe pas encore parce que ça date. Kibbutz peut être influencé par le système soviétique et cet institut de village en Turquie dans les années 40, disons, était sûrement influencé d'une certaine structuration soviétique. Bon, c'est pas mon domaine, je ne sais pas. J'aurais bien lire encore plus dans ces types d'analyse, mais on connaît tout le monde des produits humains, des créateurs ou des enseignants, des gens qui ont donné des œuvres et ils ont passé de ce monde. Voilà. Donc, sans utiliser pas beaucoup le mot allemand, finalement, on est dans le grand débat dont certains philosophes sont sensibles à ce type d'analyse structurelle, institutionnelle qui concerne les processus d'ici-bas et non pas seulement un enchaînement de concepts et des idées. Moi, étant un ancien et peut-être certains anciens adeptes de matérialisme historique et matérialisme dialectique, effectivement, quoi que je fasse, je devrais être fidèle à mes premières plans d'immanence que je me suis tracé. Et là, il y avait beaucoup de lignes virtuelles à avancer. Et effectivement, toutes ces lignes ne sont pas bouchées. Ça peut être bouché politiquement, empiriquement, mais en virtualité, ils sont tous encore prêts à travailler. Donc la guerre totale peut avoir lieu, ce qui est frémissant. Comment l'empêcher? On empêche normalement par une hypocrisie, donc par une certaine injection d'une idéologie positive qui se donne à l'apaisement, donc des institutions, des pratiques, des exercices écoliers, etc. C'est pour quand même assurer une certaine paix dans une paix, et en disant paix, effectivement, il ne s'agit pas d'une paix véritable qui abolira toute polémos, mais une paix dans les limites de l'exigence d'un État, dit-on, souverain, c'est-à-dire gardant toujours le droit de déclarer la guerre. Et une hypocrisie fait de sorte que, au nom d'une amélioration des conditions, de quelles conditions? Je vois que des conditions s'empirent de plus en plus, et comme le concept de
est une invention récente, disait-il Foucault dans Les mots et les choses, et ajoutait ensuite que dont la fin n'est pas très loin. Voilà. On a fini avec l'homme. Moi, je parle d'aujourd'hui. On a fini avec ce qu'on entend de l'homme. On se laisse aller à un pragma. Là, on est dans la limite lisière d'une disette et de la famine. La famine ne se sent pas facilement. Ce sont des longues durées. On s'habitue à la famine, on s'habitue à la frustration, on s'habitue aux interdits et on se fait une chaîne qu'on dit que moi, je suis homme, alors que tu n'es plus d'homme. Dès que tu entres dans une schématisme, donc dans une raréfication et de délimitation en projet, et tu entres dans la chaîne de ceci ou de cela, dont le contenu n'est plus pas beaucoup d'importance, eh bien, tu n'es plus d'homme. C'est-à-dire ce qu'on entendra du concept de l'homme. Tu n'es qu'un survivant, tu n'es que quelqu'un, si tu es quelqu'un de bien, tu cherches plus de boulot, mais tu t'en trouves, ou bien le boulot, le travail te trouve, bien que tu aies des capacités encore plus larges, le travail en question te trouve et te met en chemin. Voilà. Le malheur de l'homme, c'est dès qu'il entre dans une chaîne et il s'arrête, il s'évolue et il commence à s'évoluer. Là, effectivement, cette avancée qu'on appelle problémata, dans la traduction de Sophocle, c'est l'enfant, c'est-à-dire Besoldung, voilà le premier mot important allemand, Besoldung, c'est-à-dire tu vas te générer, génération par génération, sans comprendre ce qui se passe, pour transmettre le sceau. Le sceau, c'est au lieu de sceau, ou l'empreinte, au lieu de ça, une matière informe qu'on appellera le cire cartésien, le cire. On enfante des cires, glauque, je dirais. Le mot, j'espère, français, ça peut être glauque. La boue, affamée, à passer par un bidon, etc. On avance, ça arrive déjà formé, et dans une différence constitutive, ça il faut bien accepter, malgré toutes les attentes, l'enfant, la boue peut être différent, mettre en suspens toutes les préparatifs, mais et on commence à s'y investir de manière, comme dit Rousseau, par procuration, à cause de sa faiblesse, encore plus fin et en durée. On dit que catégorie de la jeunesse maintenant, ça touche vers les 30 ans, 40 ans, c'est-à-dire que nos progénitures se réjouit de cet état de faiblesse fin pour en préparer, si c'est possible, le terrain, dans le meilleur des cas, mais point comme pour en parasiter l'état établi et pour en devenir d'une manière imperceptible une façade, encore une paroi, ce
que j'aimerais bien utiliser un mot de cette traduction. Voilà, quelque chose de prominatoire. Quelque chose qui promet, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il promet, parce que lui-même, il n'a pas de projet, bien qu'il a plein de projets empiriques et conjoncturels qui ne se raccolent plus l'un à l'autre. Donc, prominatoire, c'est-à-dire c'est quelque chose qui provient, quelque chose, un avenir. Après nous, après notre mort, il y a une génération. Besoldung, c'est ça. Génération par renouvellement des générations par procréation. Voilà, je suis fatigué. Alors, petit supplément. Dans ma première et dernière rencontre dans une réception de fin d'année dans une maison d'édition à Istanbul avec Orhan Pamuk, en échangeant des paroles générales. Bien sûr, j'ai parlé de ma tendance à la poésie et il y avait quelques-uns d'autres aussi autour de nous, je suppose, et il a sorti cette phrase que je n'oublie pas. Il a dit tout bêtement que je ne comprends pas que dans la poésie, on utilise seulement une petite partie de la page, alors que tout le reste vide, alors que nous, les romanciers, nous remplissons tout. Bon, on peut rire dans une conversation de société, mais si c'était vrai, ça, c'est la preuve en ce qui concerne la théorie d'un roman que je vous ai tout à l'heure exposé. C'est-à-dire l'imprécisme total, bien qu'on joue avec la temporalité, aller-retour, mixage, montage, ça ne change rien. C'est une véritable issue, conséquence, en copie, je cherche le mot, bien sûr, voilà, Kurban, Kurban, on dit tout simplement chez nous, victime, voilà, Kurban, a ce sens aussi, victime, émissaire, non pas, même pas émissaire, qu'est-ce qu'il doit émis? Il émit ce qui reste vide. Le romancier en tant que victime émissaire, s'il est émissaire, il est victime. Victime de quoi? De partage des sciences et tout ce qui est essentiel reste vierge. Et le philosophe n'arrive pas sorti de sa formalisme et logicisme, syllogisme, n'arrive pas offrir ni un système complet, ni une hiérarchie de dépendance entre les différentes gens et espèces, ou qu'est-ce qu'il joue? Moi, je joue anarchie, poésie, c'est-à-dire Bertolt Brecht, pédagogie, c'est-à-dire la vérité pour la vérité cézanne. Pourquoi? Pour en démontrer nos procédés, pour en exhiber dans nos modes d'exposition, nos modes d'exploration. Un point, c'est tout. Le romancier peut faire aussi la même chose s'il voulait remplir tous les pages blanches
Voilà, voilà. Et deuxièmement, l'étudiant, ex-étudiant venu à la maison pendant que j'étais malade pour écouter ma théorie de littérature centrée sur l'œuvre de James Joyce. Après quelques semaines seulement de cette conversation, j'ai commencé mon roman immédiatement. Et j'ai écrit en plus pour prologue ou épilogue une théorie de roman qui justifie bien sûr légitime le roman que j'avais écrit l'année 2019, la fin, au mois de décembre. Il s'agissait de Tajettin Ertuğrul qui a enfin, mes amis en général, ce sont des gens qui écoutent, qui ne répondent pas. Et l'autre, après des mois, quand on s'est revus, il m'a sorti une seule phrase en disant que je suis en train de lire les romans de monsieur. Je suis distrait par la présence humaine qui se sont multipliées. Voilà, je vois son visage, mais je n'arrive pas à dire son nom. Bon, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui a écrit la vie mode d'emploi, vous avez compris en fait, que je trouve son génie en tant que romancier français, c'est-à-dire qu'il en a de Flaubert, de Balzac, Hugo, pourquoi pas, même je peux compter Alain Robbe-Grillet, Solers, même certains Guyotat, Marguerite Duras, il y en a beaucoup. Mais lui, effectivement, Lollipop, c'est artificiel. Voilà. Moi, j'étais, bien sûr, pendant mon apprentissage, jeu artificiel à la manière de Michel Léris, Raymond Roussel, oui. Mais c'est pour progresser dans le domaine. Non pas pour publier, je n'ai jamais publié tout cela. Mais j'ai envie de publier mes œuvres achevées, donc je peux renommer Mille et une nuits, Heft Punch, Histoire de Guy Harry, et les autres, une divan, c'est-à-dire Gedicht, c'est-à-dire une compilation de tous mes poèmes, enfin, jusqu'à une certaine date, mais très chronologique et bien segmenté, pas compartimenté. C'est mosaïque. Voilà, il y en a, les autres, le premier et le deuxième, vous connaissez, c'est déjà Sous les cieux d'Istanbul. Premier et deuxième, c'est les textes sans gouvernance. Troisième, c'est le nef de moi, le nef de moi. Et une grande période de poésie comme le livre du soir, etc. C'est la période parisienne. Dès qu'on rentre,
le poème reste en retrait. Dans les années 1994-15, une production de poèmes, poésie non interrompue, suivant les fréquences, périodes de la vie privée, c'est-à-dire aller-retour, surtout des déménagements. Je suis très chez moi, de chez moi, ça m'a fait écrire, mais quand j'écris chez moi, sur le chez moi, effectivement, j'étais assez intéressant. Et tout le transport de Paris à Istanbul, c'est une véritable légende en ce qui concerne tout ce que j'étais obligé de ramasser, enrouler, comme dans le livre d'Ézéchiel de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, comme des rouleaux excrémentiels, toutes mes toiles énormes, grandes, c'est pas de petites choses, mais j'ai sacrifié beaucoup d'œuvres en distribuant à des amis. J'espère qu'ils garderont ou jetteront dans les chiottes. Bon. Voilà, qu'est-ce qui reste encore? Ce qui reste chez moi, comme mausolée, comme un sarcophage qui n'a pas encore ouvert par les scientifiques qui ne sont pas exhibés. Il y en a tas de choses. La dernière phrase qui n'est pas ineffable, mais qui reste inannoncée, ce n'était donc que cela. Ce n'était donc que c'était ainsi être un homme. Une dernière phrase d'une agonisante avant de mourir. Ce n'était donc que ceci restant immontrable par le doigt, ni descriptible, mais vue intérieure, et on n'a pas besoin de même prononcer. Ça sent par le sens interne que c'est en train de finir, se clore. Ce qui est d'éclosion, éclos. Se clore.